Donc le sommet social, l'intervention du président de la République, le départ de Laurence Ferrari de TF1, le coup de balai dans la police. Commençons par une certaine forme de revue de presse. Ce matin, c'est assez bizarre. On regardait ça avec Gilles dans les journaux. C'est vrai que les journaux s'intéressent plus au départ de Laurence Ferrari qu'à l'intervention du président de la République. Est-ce que vous y voyez un signe qui ne s'est rien passé hier soir sur France 2 ? Il ne s'est pas passé grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était un président normal, mais de parti politique. C'est ainsi que tout le monde l'a ressenti. Mais je crois que derrière... Mais l'argument de la simplicité, je viens sur le plateau, comme le disait Guillaume Tabar, est-ce que c'est des arguments qui vous vont droit au cœur ou est-ce que vous considérez que ça n'a strictement aucune importance ? Non mais, enfin, moi j'ai eu le sentiment de voir un syndic de faillite, mais comme syndic de faillite, je le trouve effectivement tout à fait dans son rôle. Comme président de la République, peu. Quelle vision, quel projet, aucune imagination. Je veux dire, j'avais l'impression de revenir 25 ans en arrière, permettez-moi. Bon, mais s'il y a quelque chose... Aucune imagination. Est-ce que vous avez perçu quelque chose qui vous paraissait intéressant, nouveau, non, justement, c'est ce que je vous dis, il n'y avait rien de nouveau. C'était les mêmes propositions que fait le PS depuis des années. Alors, il y a le traditionnel petit coup de pouce au SMIC qui sera dérisoire et qui est uniquement symbolique. En matière internationale, très honnêtement, bon, là, on était à la limite de l'honnêteté, parce que quand il dit on n'exclut pas une intervention sous mandat de l'ONU, il sait pertinemment que cette intervention sous mandat de l'ONU est bien loin, évidemment, d'être même envisageable en l'état actuel. Donc, il était venu pour ne rien dire. Alors, justement, avant qu'on aborde tous ces sujets qui sont importants avec Gilles, je voudrais vous donner quand même un petit élément qui concerne l'une des annonces, c'est la confirmation qu'il y aurait quand même un grand ménage dans la police. Vous considérez que c'est une alternance politique souhaitable ou qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières qui démarre ? C'est la réponse du berger à la bergère. Enfin, écoutez, très honnêtement, Monsieur Sarkozy ne s'est pas gêné pour mettre à des places qui sont des places stratégiques des amis et même des affidés. Bon, par conséquent, compte tenu de cette situation, j'imagine que Monsieur Hollande n'a pas envie d'avoir des très proches de Nicolas Sarkozy à des postes qu'il considère comme étant des postes clés. Il n'y a vraiment pas de quoi pousser des cris d'orfraie comme le fait l'UMP, qui le fait avec, encore une fois, un peu de cynisme, parce qu'ils ont fait exactement la même chose lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Gilles Leclerc. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur la Syrie. Après le massacre de Oula, il faut quand même rappeler 108 personnes tuées, dont 49 enfants. Est-ce que la réponse de la France, c'est-à-dire l'exclusion d'abord de l'ambassadeur, vous paraît une première réponse satisfaisante ? De toute façon, il n'y a pas de solution satisfaisante, sinon elle aurait été mise en œuvre. Bon. Mais est-ce que vous approuvez, par exemple, cette première mesure décidée par le gouvernement français, l'exclusion de l'ambassadeur ? Non, mais écoutez, tout ça, c'est encore une fois, ça relève du symbole. Ça ne réglera pas la guerre civile, parce que c'est une guerre civile. Et le problème d'une guerre civile, c'est que c'est extrêmement difficile de s'y introduire de manière efficace et performante, d'autant que vous recommandez quoi, donc ? Moi, je recommande que la voie diplomatique continue d'être travaillée, et notamment en accord avec M. Poutine. Parce qu'enfin, je l'ai dit, la manière dont on méprise cette grande puissance qu'est la Russie, parce que c'est une grande puissance, n'est pas la bonne technique. Et à la limite, je trouve... correct que M. Hollande rencontre M. Poutine. Je trouve ça positif parce qu'enfin, si M. Poutine semble défendre ainsi le régime de Bachar el-Assad, il serait peut-être utile que les Français sachent pourquoi. Il doit bien y avoir des raisons. Ça n'est pas uniquement, j'imagine, une lubie. Bon, peut-être parce que M. Poutine considère que en face, les groupes armés, parce qu'ils sont armés, il n'y a pas que des populations désarmées en face d'un régime assassin. Il ne faut pas non plus raconter des histoires aux Français. Et qu'en face, il y a peut-être effectivement des gens qui en eux-mêmes représentent également un danger terrible, le même peut-être que celui qui s'est exprimé en Libye. Avec les conséquences que nous avons pu remarquer au Mali, c'est-à-dire l'arrivée de milices islamistes. C'est pour ça qu'on cite la possible criminelle exfiltration de Bachar el-Assad. S'il y avait quand même une intervention militaire de troupes françaises sous mandat de l'ONU, avec peut-être un change des Chinois et des Russes, vous diriez quoi ? Est-ce que ce serait une bonne chose ou pas du tout ? Mais non, ce n'est pas une bonne chose. Donc vous êtes contre toute intervention ? Moi, je suis contre toute intervention. J'étais contre l'intervention en Libye, j'étais contre l'intervention en Irak, j'étais contre l'intervention en Syrie. Voilà.
j'ai presque envie de vous dire de quoi je me mêle. À la limite, je suis pour la diplomatie régionale. Mais quand des enfants se font massacrer, on ne fait rien, on ne bouge pas, on ne dit Monsieur, rien. Mais on a déjà fait ça en Irak. Et c'est nous qui massacrions les enfants. Nous participions à leur massacre. Hein. Nous avons, cautionné un embargo des millions d'enfants morts en Irak. Mais je veux dire, là, c'était bien? Non, c'était pas mieux. Bon, donc je crois qu'effectivement, la voie diplomatique, et particulièrement la voie diplomatique régionale, doit être celle qui peut, on l'espère, limiter au maximum les atrocités qui se déroulent aujourd'hui en Syrie. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase de François Fillon, l'ex-premier ministre, qui dit que les syndicats vont être les premiers cocus de la gauche après le sommet social d'hier? Il a raison, il a tort. Oui, je suis assez d'accord avec lui. J'ai d'ailleurs résumé le futur mandat de François Hollande en disant qu'il va faire du sarkozysme de gauche. Voilà. C'est-à-dire qu'il va commencer par décevoir son camp avant de décevoir assez rapidement la France tout entière. Pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas de marge de manœuvre. Quand je vous dis que c'est un syndic de faillite, comment voulez-vous régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés à partir du moment où on a transféré l'intégralité de notre souveraineté à l'Union européenne? Donc on est en train... La seule chose qu'il pourra faire, c'est essayer de négocier qu'on meure moins vite. Bon, il n'en demeure pas moins que la souffrance du peuple français, elle est là. Et quand je vois que la seule solution qu'il apporte en termes de reprise, c'est un petit coup de pouce au SMIC, je me dis que la situation n'est pas prête de s'améliorer. Et qu'encore une fois, on est là dans un manque total d'imagination. Donc le rôle d'Arnaud Montebourg pour un redressement industriel en France, vous n'y croyez pas? Le rôle d'une banque qui soutiendrait les PME, vous n'y croyez pas? Mais avec quel argent, monsieur? C'est bien beau de dire tout ça. Parce que moi, dans les propositions que j'ai pu faire, concrètement, j'ai des solutions à mon plan de vigueur. Je les finance. Quand je dis qu'il faut augmenter de 200 € les salaires jusqu'à 1500 €, mais par la prise en charge par l'État de 200 € des cotisations salariales pour pas que ça pèse sur les entreprises qui sont déjà à la limite du dépôt de bilan pour une grande partie d'entre elles, financées par un nouveau flux qui serait une contribution sociale à l'importation, j'invente une nouvelle manière de financer une reprise économique, de relancer la consommation qui est en plus grâce à un flux qui est un flux anodin. Parce que sur une assiette très large, mais à un taux très, très minime. On fait preuve d'imagination. Quelle est l'imagination dans ce qu'a dit M. Hollande? Il va encore rajouter des charges supplémentaires sur les entreprises. Mais que les Français sachent que les grandes entreprises dont M. Hollande parle, c'est 3% des entreprises. Donc en juillet, quand il y aura les décisions, il ne se passera rien de particulier, si ce n'est une augmentation de la fiscalité. Mais exactement. Et avec en prime, évidemment, toute une série de chute d'entreprises et donc une aggravation du chômage parce que les très petites entreprises, donc Montebourg ne sert à rien. Les petites PME. Donc Montebourg ne sert à rien. Ah si, il sert, comme faisaient ses prédécesseurs, à aller entre les caméras de télévision et le mandataire liquidateur pour rencontrer les futurs chômeurs des entreprises qu'il visite. Alors, législative. Pour les législatives, justement, Marine Le Pen, vous fixez quel objectif à l'arrivée? Ce serait combien de députés Front National et déjà, entre les deux, combien de triangulaires? D'après ce que vous sentez, non, mais de toute vous allez me dire le plus possible. Mais enfin, oui, bien sûr, je vais vous dire le plus possible et je vais vous répondre que, de toute façon, le nombre de députés que nous aurons ne sera pas à la hauteur de ce qu'une véritable démocratie doit offrir à un peuple quel qu'il soit. Pourquoi? Si nous étions à la proportionnelle intégrale, 25 pays quand même sur 27 ont la proportionnelle aux législatives, eh bien nous aurions 100 députés. 100 députés. Donc vous voyez, si nous étions dans le système anglais, où c'est au premier tour, le premier qui arrive en tête qui est élu, nous aurions probablement 40 députés. Donc là, nous allons nous battre comme des loups pour avoir quelques députés. Mais rien que ça, déjà, c'est une véritable honte. Rien que ça, c'est une véritable honte. Mais au moins qu'il y en ait effectivement. Ça fait des années, vous le connaissez, ce système. Le système français, il existe, il est défendu, enfin pas par vous évidemment, mais en tout cas par les principaux partis. Non. Il est défendu par ceux qui en bénéficient et qui cherchent depuis 25 ans à imposer, ce qui est le cas d'ailleurs, la bipolarisation de la vie politique. Oui, ils vous diront c'est la 5e République. Non. Si.
Non. Encore une fois, ils ont imposé ce mode de scrutin et ils le changent d'ailleurs dès qu'ils sont en difficulté. La preuve, quand François Mitterrand avait changé le mode de scrutin au législatif, c'était pas pour donner des députés au Front National. C'était pour sauver sa mise à lui parce qu'il était en difficulté. Tout cela démontre un cynisme politique qui dure depuis des décennies et auquel on pourrait quand même envisager de mettre fin, non, pour être une vraie démocratie Marine Le moderne. Pen, au soir de la défaite de Nicolas Sarkozy, vous avez lancé un appel à l'électorat UMP, en espérant peut-être l'implosion de ce parti. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez été entendu? Mais monsieur, moi j'appelle les électeurs à imposer la recomposition de la vie politique. Mais est-ce qu'elle est en route? On n'a pas tellement l'impression aujourd'hui, en tout cas. On verra peut-être après les législatives. Vous ne voyez pas les batailles terribles d'ego qui se déroulent à l'UMP? Vous n'avez pas le sentiment que pendant des mois, ils vont se chamailler et alors qui va mener la véritable résistance contre les socialistes? C'est sûrement pas eux, parce qu'eux, ils seront trop occupés à se bagarrer. C'est donc nous. Par conséquent, moi, effectivement, j'appelle l'ensemble des électeurs à élire des députés qui vont, dans le cadre d'une résistance qui est organisée, qui a un leader, qui a une ligne politique extrêmement claire et qui peut tout de suite se mettre au travail. Mais si le leader n'est pas élu à Hénin-Beaumont, par exemple, dans votre cas. Ça ne change rien, ça, monsieur. Mais non, mais c'est quand même compliqué, parce que votre père est dans une situation de protestation extérieure, mais vous savez que c'est important d'être présent au Parlement. Regardez François Bayrou, tout le monde écrit ce matin dans les journaux que s'il n'est pas élu, c'est la fin de sa carrière politique. Non, mais d'accord, enfin, permettez-moi, moi j'ai fait 20% aux élections présidentielles, voyez-vous. Bon, donc c'est un courant politique majeur en France. Majeur. Bon, il faut le troisième courant politique. Étant entendu que j'avais devant moi des gens qui avaient déjà fait des alliances. Comprenez? Or moi, je porte une ligne politique qui n'est influencée par aucun autre parti. Je n'ai pas besoin de faire des compromis avec je ne sais qui pour abandonner une partie du projet qui est le mien. Je continue à défendre mes opinions. Et ces opinions-là, elles ont recueilli près de 20% des votes. C'est très important. Jean-Luc Mélenchon est allé vous combattre pourquoi? À titre personnel, comme une action symbolique, ou parce que vous considérez que c'est un sous-marin du Parti Socialiste pour aider quand même la gauche dans une circonscription qui est ancestralement de gauche, celle d'Hénin-Beaumont? Non, mais il est allé pour des raisons purement personnelles, pour se faire de la publicité à titre personnel. C'est une circonscription socialo-communiste depuis 80 ans. Il n'y a pas de courage à aller là-bas. À ce moment-là, il aurait fallu qu'il aille, je sais pas, moi, chez Estrosi, par exemple. Là, ça aurait été courageux. Bon, il n'y a aucun courage à aller là-bas. Il considère que vous êtes un symbole de droite, voire plus, et qu'il veut vous combattre. Non, mais qui sont les courageux? C'est nous qui sommes courageux dans cette affaire. C'est nous, parce que moi, après tout, si je suis votre analyse, je serais allé dans une question. Non, mais vous voyez, je serais allé dans une circonscription où j'avais toutes les chances d'être élu. Je reste dans cette circonscription, dans ce territoire, parce que je l'ai promis. D'abord, et ça c'est quand même pas anodin, aux militants qui m'ont demandé de venir il y a déjà un certain nombre d'années, parce que j'y ai mené des combats et parce que je veux continuer à mener des combats. Alors, si je suis à l'Assemblée, j'en suis absolument ravi, je serai à la tête de mes députés. Si je n'y suis pas, eh bien mes députés feront le même travail. Gilles Leclerc. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que vous allez aussi, je dirais, cibler un certain nombre de défaites potentielles, de symboles de l'UMP? Est-ce que vous établissez toujours des différences entre certains qui, pendant la campagne présidentielle, ont un comportement, on va dire, entre guillemets, correct à votre égard, ou d'autres que, au fond, ça vous ferait assez plaisir qu'ils puissent, je dirais, perdre cette élection? Oui, non, mais vous l'aviez dit à l'époque. Ah, vous voulez les... Non, mais non. Non, mais sans donner de nom, mais vous l'aviez dit à l'époque. Au-delà des affreux dont j'ai parlé, exemple pour nos auditeurs et téléspectateurs. Dont je pense qu'il est du bien commun. Je veux dire, au-delà des étiquettes politiques, qu'il ne soit pas à l'Assemblée nationale. Vous donnez un exemple? Monsieur Tron, Monsieur Tron à droite, Monsieur Cuchéda à gauche, tiens, par exemple. Voilà, ces gens-là, je pense qu'ils n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Et que c'est le bien de tous qu'ils n'y soient pas. Bon, ça c'est une chose. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui, par exemple, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a explicitement dit qu'entre un candidat Rassemblement Bleu Marine et un candidat socialiste, elle voterait socialiste. Bien, je pense que mes électeurs lui appliqueront probablement la réciprocité. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir. Merci. On se retrouve évidemment demain sur l'antenne Radio Classique et de Public Sénat. Ça se termine d'une manière un petit peu brutale, mais c'est le registre du temps, non pas de la météo, mais du temps au sens le plus noble, marqué par notre montre. Bonne journée à vous Marine Le Pen.